grand applaudissement pour elle pour l'encourager. Un mot aussi pour remercier docteur, mon ami, j'allais dire docteur Harfouch, parce que grâce à lui et grâce à la collaboration étroite entre le colloque, notre groupe et ses relations en France et en Europe, qu'on va faire beaucoup de choses et c'est promis qu'on va organiser beaucoup de choses ensemble et vous allez voir. Mais maintenant, je vais donner la parole au maître Charles Pratt, au juge Charles Pratt, et j'espère qu'il va nous donner les meilleures recettes pratiques. Bon, ça marche? Oui, c'est bon. Oui, alors juste pour refaire l'histoire, parce que tout à l'heure, c'est vrai que vous avez failli ne pas me voir. Quand je suis arrivé à l'aéroport à Beyrouth, donc la voiture m'attendait, et effectivement, la voiture elle est entourée de policiers. Alors je me suis dit, oulala, c'est quoi le truc et tout, puis bon, ça parle en arabe, moi je comprends pas l'arabe, mais j'ai un peu d'expérience, et donc vu comment les policiers commençaient à noter, tourner autour, ils arrivaient à plusieurs, etc., et la tête du chauffeur me dit, là, mauvais karma, ça va pas le faire, et donc je me suis un peu rajeuni, j'ai fait ce que je savais très bien faire, c'est-à-dire je me suis tiré. J'ai pris la poutre d'escampette, j'ai attrapé un chauffeur, là, le gars qui était là, taxi aérien, viens par là, on rentre dans ta voiture, alors il y avait le chauffeur d'Omar Harfouch qui me courait derrière, j'ai dit oh, c'est bon, hop, et puis je suis parti comme ça. Donc ce qui est assez simple, après on connaît un peu la géographie libanaise, le sens de l'orientation, et donc je suis arrivé à l'hôtel et Omar qui dit mais comment vous avez fait? Omar, je vous rassure, vous pouvez me larguer n'importe où sur la planète, je me démerde. Il n'y a pas de souci. J'ai un côté ancien officier de l'armée, on sait faire ce genre de choses. Tout ça pour vous dire que je vous remercie de votre invitation. Je remercie bien sûr Omar Harfouch. Et puis ça me donne l'occasion de venir enfin au Liban. J'ai un peu d'histoire avec le Liban qui remonte à mes années d'étudiant, à mes années étudiantes, puisque vous savez qu'il y a beaucoup de Libanais à Paris, hein, et beaucoup de jeunes Libanais ont fait leurs études à Paris et notamment à Dauphine, à l'université Paris-Dauphine où j'étais, et donc j'avais tous mes copains libanais qui étaient là-bas, et j'ai des vieux souvenirs des années 90-91 avec des grandes manifestations en faveur du Liban qu'on avait faites à l'époque. Voilà, donc ça peut parler à certains d'entre vous et ça parlera à mes vieux amis libanais et à d'autres aussi, à d'autres copains libanais qui sont en ce moment dans la salle et que je remercie d'être venus. Ça fait plaisir. Voilà. Donc, pour revenir à ce qui nous amène aujourd'hui, je vais commencer, avant de vous parler de manière générale des problématiques de récupération d'avoirs criminels, d'identification des avoirs, de lutte contre la fraude, etc., par répondre à la question qui m'a été posée tout à l'heure. Puisqu'on m'a demandé très spécifiquement quid d'une procédure sur d'éventuels détournements de fonds qui proviendraient de l'Union européenne sur, je crois que c'est une usine de traitement à Tripoli potentiellement, et est-ce que la Cour de justice de l'Union européenne est compétente, etc. etc. Bon. Et comment est-ce qu'on fait pour récupérer des fonds qui seraient en Suisse. Alors concrètement, ce genre de choses, ça se passe comment? C'est assez simple et c'est assez cadré, hein. C'est des procédures qu'on connaît bien. Moi j'ai eu à m'instruire sur des affaires de récupération de détournement de fonds de l'Union européenne. L'Union européenne, pour les mafias et pour les organisations criminelles, depuis les années 70, c'est un petit peu la vache à lait. Notamment les mafias italiennes avaient commencé avec ça, et les organisations criminelles ont très vite compris qu'il y avait beaucoup plus d'argent à se faire et de manière beaucoup plus tranquille et moins risquée que du trafic de drogue, que du trafic d'êtres humains, etc., en faisant du détournement de fonds communautaires. Et donc, pour ceux qui connaissent un peu, la grande mode à l'époque c'était la politique agricole commune, donc c'était les subventions agricoles, donc vous aviez les détournements des fonds de la politique agricole. On avait des exemples, hein, par exemple dans un département français pittoresque que vous connaissez peut-être, la Corse,
qui est un endroit charmant, moi personnellement j'aime beaucoup, nous avions beaucoup de troupeaux de bétail. Vous savez, vous avez une prime à la vache ou à la bestiole. Et puis en fait, c'était des troupeaux assez itinérants. Parce que quand il y avait des contrôles, en fait, c'était toujours les mêmes troupeaux qui se baladaient. Vous aviez un cheptel énorme en Corse, parce qu'en fait, les types, voilà, ils se faisaient subventionner. Ça, c'était plutôt amusant. Vous avez des choses qui étaient beaucoup moins amusantes sur les détournements de fonds de l'Union européenne. Depuis maintenant 25-30 ans, vous avez une typologie de fraude qui existe, qui est le détournement des subventions justement d'aménagement, de développement économique, etc. Et on en a été victime, puisque vous savez que l'Europe a eu une histoire d'élargissement important vers l'Est, et le principe de l'Union européenne, c'était un principe de solidarité, et on essaye de mettre au même niveau de développement économique et social les nouveaux pays par rapport aux anciens pays de l'Union européenne. Et d'ailleurs ça a marché, vous allez aujourd'hui dans les pays de l'ancien bloc communiste, voilà, les gens se sont libérés du communisme, mais ils étaient dans un état économique déplorable. Enfin, bon, c'est comme ça, le communisme, on sait ce que ça donne, partout ça a complètement foiré. Mais on a eu des détournements de ces fonds, parce qu'évidemment, les organisations criminelles voient des milliards d'euros, maintenant parce qu'on parle en euros, des milliards d'euros qui circulent, elles vont se greffer dessus pour essayer de les détourner, de frauder, etc. Et ça, l'Europe, elle sait très bien identifier ce genre de choses, et elle sait très bien lutter contre. En clair, si vous soupçonnez que vous avez eu des détournements de fonds, l'organisme à saisir, c'est l'OLAF, l'Office de lutte antifraude de l'Union européenne, qui va diligenter une enquête entre guillemets administrative selon les procédures qui sont prévues par l'OLAF, pour vérifier quel a été l'emploi des fonds. Et le moment venu, c'est effectivement, ils estiment qu'il y a eu un détournement et que les fonds n'ont pas été bien employés. Alors, traditionnellement, comme le siège de l'Union européenne, de l'OLAF est en Belgique, traditionnellement, ce sont les magistrats belges qui sont saisis des enquêtes. Et après, ils délèguent ce qu'on appelle en commission rogatoire internationale des actes dans les pays dans lesquels on doit faire d'autres investigations. C'est comme ça que j'ai fait des enquêtes sur des détournements de fonds de l'Union européenne, parce que en fait, les gens qui détournaient les fonds étaient en France. Et c'était une enquête gérée par, à l'époque, ça devait être mon collègue, le juge d'instruction Van Espen, à Bruxelles, qui m'avait délégué à moi délégué une commission rogatoire internationale pour mener des opérations de perquisition, de saisie, etc. en France, ce qui avait permis derrière de rebondir sur des saisies en Suisse, avec les collègues. À l'époque, il y avait encore des juges d'instruction à Genève, maintenant il n'y en a plus, c'est le parquet qui a tout repris. Mais donc ça marche comme ça. C'est-à-dire que la procédure sur la récupération, l'identification des fraudes sur les fonds européens et la récupération des avoirs, ça va passer dans un premier temps par l'Office de lutte antifraude, donc au niveau de l'Union européenne, qui derrière, si vraiment il y a quelque chose à basculer en enquête judiciaire auprès de la justice belge, la juridiction d'enquête belge, et puis derrière c'est la procédure pénale classique, c'est l'investigation classique, avec des services de police qui seront saisis, et qui mèneront les investigations. Si vous avez vraiment un détournement, la première chose à faire, c'est d'identifier où est l'argent, c'est l'identification des avoirs et de la localisation des avoirs. Et après, de la saisie des avoirs, on peut en parler, ça devient un peu technique, mais voilà. Et si ces avoirs sont situés en Suisse, oui, vous pouvez les faire bloquer. D'abord, vous pouvez les identifier assez facilement. Qui est compétent sur le fond ? Ce sera la justice belge, en réalité. Soit l'Union européenne fera alors il faut voir les ordres de reversement, etc. Mais en réalité, ce sera la justice belge. Et c'est pour ça que vous avez... justice belge, ça dépend. Vous pouvez avoir parce que pour les enquêtes, parce que l'Union européenne, si c'est l'Union européenne qui se considère comme victime, elle va aller déposer plainte auprès de la juridiction pénale, qui est là. Alors, modulo la création du procureur européen, qui est en train de se faire, et qui normalement est compétent maintenant pour ce type de détournement. Mais là, on est dans une espèce de période transitoire, donc c'est pas si simple que ça, votre histoire. Parce que derrière, vous avez aussi d'autres aspects, c'est que selon l'endroit où les fonds peuvent être placés, c'est ce qu'on appelle du blanchiment, et donc là, vous pouvez aussi avoir une compétence de la juridiction du pays dans lequel les fonds sont placés, blanchis, etc., ou recel
recel ou blanchiment. Je ne sais pas s'il y a des juristes, est-ce qu'il y a des collègues magistrats dans la salle, ou des avocats. Mais voilà, donc les notions de recel, d'infraction, de blanchiment, etc. Par exemple, si les fonds sont en France, si des fonds ont été détournés et que les gens ont acheté, je sais pas moi, des appartements à Paris ou des voitures, etc., ou de l'argent planqué en France qui provient de ça, vous avez une infraction de blanchiment d'un délit qui a été commis à l'étranger, mais l'opération de blanchiment se fait en France, la justice française est compétente. Elle pourrait se saisir. Vous pourriez déposer plainte en France et il pourrait y avoir une enquête diligentée au niveau français sans même qu'il y ait une enquête européenne. Donc là-dessus, c'est pour ça qu'on est sur des procédures qui sont un peu, qui peuvent être complexes, enchevêtrées, enfin complexes parce que vous avez de la relation internationale et qu'il faut coordonner en fait au niveau international ce genre de choses. Après, techniquement, c'est pas très compliqué. Il suffit, vous savez, si l'argent n'est pas arrivé et que les travaux n'ont pas été faits, c'est pas très compliqué de voir que l'argent a été détourné. Après, simplement, c'est follow the money. Aujourd'hui, techniquement, suivre l'argent, on sait le faire. C'est pas un problème. Que vous ayez des blocages avec des conventions internationales, des blocages juridiques, oui, mais techniquement, savoir où est l'argent, ça va très très vite. Et puis après, vous pouvez avoir même des mécanismes d'inversion de charge de la preuve où c'est aux gens de justifier de l'origine de leurs fonds. On va en parler. Tout ça, c'est ce que vous disiez à la sénatrice Nathalie Goulet, c'est une question de volonté. Après, voilà, si on veut, on peut. Bon. Ça, c'était pour répondre à votre question et pour aller plus loin sur ce que vous m'avez demandé sur quid de l'avenir d'une saisie des avoirs, notamment en Suisse. Est-ce que l'argent va revenir ou pas? Avec la Suisse, c'est un peu le problème. C'est à regarder tous les pays où il y a eu des basculements politiques, où donc des avoirs ont été bloqués parce que les anciens dirigeants ont été chassés du pouvoir, et donc il y avait des procédures qui étaient intentées, et donc on saisissait leurs avoirs, qui notamment étaient en Suisse. La Suisse va geler immédiatement les comptes, il n'y a aucun problème. Ça, le gel des avoirs, vous allez l'avoir très très vite avec les Suisses. La récupération de l'argent, that's another story. Vous savez, c'est le principe du coffre. On va reparler avec l'accent savoyard. En Suisse, l'argent, il rentre, mais il ne sort pas. Vous savez, ils sont un peu comme en Haute-Savoie et en Savoie. Vous savez, les Suisses, ils jettent l'argent par les fenêtres, de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Ouais, c'est un métier. Bref. Elle n'est pas de moi. Il va falloir que je perde des droits d'auteur. Mais pour en revenir à la situation libanaise et à ce qu'on peut faire et comment on peut vous aider, globalement, votre problématique, de ce que je comprends, moi je vois ça depuis Paris, c'est une situation qui à la fois est simple et à la fois très compliquée. Votre situation elle est simple, c'est que vous êtes dans la situation d'un pays qui a une grosse problématique de sécurisation de ses finances publiques. En gros, l'argent ne rentre pas, il sort. Alors là, il sort dans l'autre sens. C'est un peu embêtant. Donc vous avez une problématique de sécurisation des recettes publiques, parce que soit il y a de l'évasion fiscale, alors modulo, quelle est votre loi fiscale? Moi je ne suis pas fiscaliste libanais. Je ne suis pas allé chez Francis Lefebvre au département international avant de venir pour leur demander quelle était la fiscalité libanaise. Si ça se trouve, vous avez très peu d'impôts. Donc en fait, vous n'avez finalement pas de fraude fiscale. Voilà, il faut voir quel est l'état de votre législation fiscale sur l'imposition et sur l'optimisation. En revanche, si votre problème, vous avez un autre problème manifestement, de ce que je comprends, qui est un problème de détournement de fonds publics ou de ce que vous appelez corruption. En fait, attention, quand vous dites la corruption, Pierre, Paul, Jacques est corrompu. Voilà, c'est un peu le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde appelle corruption un peu tout et n'importe quoi. La corruption, il y a des définitions juridiques qui sont très précises sur le fait de solliciter de la part de personnes qui commettent des actes, qui s'abstiennent de commettre des actes contre rétribution ou contre avantage, dans le but de favoriser telle ou telle personne. Voilà. Vous pouvez avoir des détournements, mais un détournement n'est pas forcément synonyme de corruption. Alors là, c'est le juriste qui parle. Mais voilà, il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est pareil, la fraude, les gens peuvent frauder sans corrompre, les gens peuvent corrompre sans frauder, les gens peuvent détourner sans corrompre. Voilà. Donc globalement, il ne faut pas essayer de se focaliser comme ça sur des choses et de tout mélanger.
Et à un moment donné, quand les choses sont très compliquées, c'est comme au rugby, il faut revenir aux fondamentaux. Donc il faut simplifier. Et à mon avis, mais on pourra en reparler, et puis je ne veux pas trop parler parce que je veux pouvoir laisser quand même les gens poser des questions. La première des choses que vous avez à faire, c'est d'être en capacité d'identifier les avoirs des personnes. De les identifier au Liban. Vous êtes quand même dans un pays qui est connu pour être une place financière internationale de très haut niveau. L'argent, il n'est pas forcément à l'extérieur, il est éventuellement quand même il est à Beyrouth. Et identifier les avoirs des personnes à l'extérieur, à l'étranger. Alors ça se fait de manière assez simple maintenant. D'abord, ça veut dire qu'il faut que vos administrations ou votre justice aient une capacité d'avoir l'information dans les banques libanaises. Donc en clair, ça signifie lever du secret bancaire pour les autorités judiciaires ou fiscales. Ce qui se passe en France. En France, vous avez zéro secret bancaire vis-à-vis de l'administration des douanes, des impôts ou de la justice. Vous faites une réquisition, la banque elle vous dit exactement qui a quoi comme compte, vous avez un registre, ce qu'on appelle le fichier des comptes bancaires, le FICOBA, on sait exactement, l'État sait exactement qui a quoi comme compte où. Alors pas forcément les soldes tout de suite, il suffit de les demander, la banque vous les donne. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement simple à mettre en œuvre. C'est le fichier complet des comptes bancaires, des détenteurs de comptes bancaires au Liban. Peut-être d'ailleurs que ça existe, je ne sais pas. Mais bon, c'est pas très compliqué à avoir comme information pour les personnes physiques et pour les personnes morales, donc y compris pour les sociétés. Et ensuite, pour les avoirs détenus à l'étranger, c'est là où ça se complique. Mais maintenant, il me semble, enfin vous êtes au courant qu'il y a eu tout un processus sous l'égide de l'OCDE et puis avec quand même les États-Unis qui ont beaucoup fait le forcing pour que ça arrive. On est rentré dans un processus d'échange automatisé d'informations au niveau bancaire, notamment à des fins fiscales. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les pays qui sont signataires de la Convention se sont engagés à échanger automatiquement les informations. C'est-à-dire que, et le Liban, me semble-t-il, est signataire de la Convention, les banques libanaises sont censées envoyer via l'État libanais à tous les autres pays les références des comptes et les soldes des comptes des ressortissants étrangers qui ont des comptes au Liban. Alors voilà, normalement, l'administration libanaise doit envoyer par exemple au fisc français l'ensemble des Français qui ont des comptes à Beyrouth, au Liban. Et inversement, les autres pays sont censés vous envoyer de manière automatique, sans même demande, même pas sans faire une enquête, de manière automatisée, sont censés vous envoyer l'ensemble des comptes des Libanais qui sont ouverts dans les juridictions étrangères, dans les territoires étrangers qui sont signataires de la Convention. Donc, par exemple, en France, vous êtes censé recevoir maintenant l'ensemble des comptes bancaires des Libanais qui ont un compte à Paris ou ailleurs en France. Et idem en Suisse. Donc normalement, vous êtes censé recevoir l'information. On parlait de la Suisse tout à l'heure. En théorie, là, on est en 2020, vous êtes censé avoir, votre administration, le gouvernement doit avoir les comptes détenus et les soldes détenus par des ressortissants libanais à Genève ou à Zurich ou ailleurs. Donc les outils, ils existent. Oui. Après, la question, c'est la mise en œuvre de ces outils et c'est aussi l'analyse du renseignement et de l'information que vous avez. C'est pas parce que un Français a un compte à Beyrouth avec 3 millions de dollars dessus qu'il fraude. L'argent peut avoir une origine tout à fait légale. D'abord, c'est pas interdit d'avoir un compte à l'étranger. Il y a des explications tout à fait raisonnables à ça, des principes de précaution, des volontés. Voilà, vous pouvez avoir des milliers de raisons. Nous, par rapport à la loi française, la seule chose qu'il doit faire, c'est qu'il doit déclarer le fait qu'il a un compte à l'étranger. Là, en l'espèce, ce sera à Beyrouth. Et un nom tous les ans, et puis dire, tiens, voilà, j'ai X argent dessus, en bas, voilà, c'est tout. Et comme ça, l'administration est au courant. Et si jamais un jour il y a un contrôle fiscal, elle sait que, tiens, en fait, justifier de l'origine des fonds, c'est des revenus de quoi, ou alors sur l'impôt sur la fortune, non, parce que maintenant, les avoirs, il y a plus d'impôt dessus. Mais voilà, donc ce n'est pas parce que vous avez de l'argent qui n'est pas dans votre pays d'origine que c'est forcément quelque chose de criminel, de délictuel ou de frauduleux. Il faut faire très attention avec ça. Vous avez aussi un historique au Liban. Vous la connaissiez mieux que moi, votre histoire. Donc, il n'est pas totalement illogique, ni même déraisonnable
que beaucoup de Libanais aient placé des économies un peu ailleurs, au cas où, voilà, pour X ou X raison, ils seraient amenés à aller s'installer dans un autre pays. Et puis bon, le Liban, il y a une diaspora libanaise sur la planète qui est importante, il y a beaucoup de Libanais partout dans le monde. C'est pas totalement illogique que vous ayez plein de Libanais qui aient plein de comptes bancaires partout sur la planète, parce qu'en plus, ils ne fichent pas forcément au Liban. Donc c'est vrai que vous êtes dans une situation qui est quand même complexe à analyser à ce niveau-là. Cette information, vous êtes censé l'avoir. C'est du renseignement brut. Après, il faut l'enrichir et puis il faut l'analyser et en tirer des conséquences juridiques le cas échéant. Mais quoi qu'il en soit, pour le détournement et donc la détection de détournement, d'avoir, de corruption, les outils, vous les avez. Parce que si vous voulez, la personne qui va corrompre ou qui va détourner des fonds, à un moment donné, ils sont quelque part, ces fonds. Il ne va pas aller à la banque en demandant des livres libanaises ou des dollars pour mettre ça sous ces matelas. L'argent, il va être dans une banque. Ça va être de la monnaie scripturale. Donc, des informations, vous les aurez. Et c'est assez facile à identifier. Voilà. Quand on veut le faire, bien sûr. Donc là-dessus, vous avez tous les outils. Encore faut-il les mettre en œuvre, et encore faut-il les mettre en œuvre d'une manière raisonnée, coordonnée et impartiale. Et ça, c'est le grand danger auquel vous allez faire face. C'est-à-dire que si vous rentrez dans une politique active de lutte contre la corruption et de remise à zéro, enfin de reprise de tout ce qui a pu se passer depuis 10, 20, 30 ans, il faut faire attention à être impartial. C'est-à-dire qu'il ne faut pas viser un camp ou un autre, ou tel parti, ou tel autre parti, ou tel individu, ou tel autre, etc. Il faut être en capacité de dire, on va regarder ce qu'a fait tout le monde. Parce que sinon, vous retomberez dans un mécanisme où on va vous accuser, oui, mais en fait, c'est un système, il y a des articles d'ailleurs qui ont déjà commencé à sortir là-dessus dans la presse internationale, en fait, c'est une chasse aux sorcières. Ce n'est pas une politique de lutte contre la corruption, c'est une chasse aux sorcières contre un tel, un tel, un tel. Si vous rentrez dans un système de ce type-là, ça ne va pas bien se passer. Et ça ne peut que mal finir. D'où, à mon avis, et je crois que c'était un peu ce qui était plus ou moins suggéré ou qui commençait à être proposé, éventuellement, la possibilité de demander à des gens qui sont extérieurs et totalement indépendants des organismes administratifs ou politiques libanais, qui ne sont pas du tout impliqués dans ce qui se passe au Liban, de chapeauter ça. Et d'avoir une espèce de commission, alors que ça pourrait être au niveau européen, ou que sais-je, des sages ou une task force, de gens qui, eux, auraient cette information qui arriverait, donc notamment par exemple l'échange de données automatisées, et qui vérifieraient que tous ceux qui sont suspects, l'administration travaille vraiment dessus. Et qu'il n'y ait pas, que ce ne soit pas un outil de répression politique, mais que ce soit vraiment un outil de lutte contre la corruption et de récupération des avoirs. Ça, c'est un point qui est vraiment fondamental, parce que sinon, vous ne pourrez pas avoir un consensus national si le système est pensé ou que l'image qui est renvoyée est un système de répression vis-à-vis de telle ou telle confession, parti politique, etc. etc. Voilà, ça vraiment j'insiste, c'est très important. Voilà. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, est très sensible dans l'histoire politique libanaise. Voilà, vous avez une constitution qui est pluriconfessionnelle. C'est un pays qui est obligé de vivre en bonne intelligence entre différents partis politiques, communautés, avec une histoire très douloureuse dans les dernières décennies. Et donc, voilà, c'est quelque chose où il faut aller... il faut travailler sur ces sujets-là de manière très fine et très modérée et de manière très impartiale. Si les choses se font trop violemment, ça ne pourra pas marcher. Ça ne pourra pas marcher et en plus, vous n'aurez même plus les informations. Vous couperez des informations, les magistrats ne pourront plus travailler, l'administration ne pourra plus travailler de manière impartiale, indépendante. Ce sera très compliqué. Tout ça pour rebondir sur un autre sujet dont on avait beaucoup parlé avec
avec Omar Harfouch, qui était le sujet de l'indépendance de la justice. J'ai cru comprendre que c'était un sujet, l'indépendance de la justice, qui posait vraiment question au Liban. Je vous rassure, il n'y a pas qu'au Liban qu'elle pose question à l'indépendance de la justice. C'est une question qui se pose dans tous les pays. Le système judiciaire libanais est finalement assez classique. Vous avez un conseil supérieur de la magistrature, je crois qu'il peut être composé de 10 membres, dont 2 élus par les magistrats. Les autres membres sont nommés par l'exécutif, avec le système libanais pluriconfessionnel, les maronites qui nomment leurs membres, les chiites, les sunnites, etc. Et derrière, nomination des magistrats, les mutations qui sont un peu sous la houlette de ce CSM libanais, avec malgré tout un poids de l'exécutif très important dans la nomination des magistrats, que ce soit les procureurs ou les juges. C'est la même chose en France, je vous rassure. Nous, notre système, c'est quoi pour le système français? Le parquet, donc les procureurs, ceux qui exercent l'action publique, qui poursuivent, sont nommés, enfin sont proposés par le ministère de la Justice, c'est-à-dire par l'exécutif. C'est le ministre qui propose un tel comme procureur ou substitut, etc. Le Conseil supérieur de la magistrature donne un avis qui peut être ignoré par le ministre. Alors, en général, ils ne le font pas, mais ils peuvent, s'ils veulent. Ils disent non, tel monsieur Dupont, je veux le nommer procureur à Paris. Le Conseil supérieur n'est pas d'accord. Et pas le ministre, il s'en fiche, il va nommer monsieur Dupont. Alors, ça a un peu muet, on en parlera dans la presse, mais il peut le faire juridiquement. Et pour les juges, qui sont censés être indépendants et qui décident, c'est pareil. En fait, c'est le ministre qui propose les nominations. Mais là, par contre, vous avez un avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature qui peut s'opposer en fait à la nomination. Mais le Conseil supérieur de la magistrature ne choisit pas le juge qui est proposé, il peut simplement dire oui ou non. Et quand vous avez des centaines et des centaines de nominations, de mutations qui passent, en général, le Conseil supérieur de la magistrature va s'attacher sur 1, 2, 3 cas. Pas d'ailleurs toujours pour des raisons de compétence. Voilà, parce que vous avez des biais syndicaux, des biais politiques, tout ce qu'on peut imaginer, et qui effectivement sont des critères qui n'ont rien à voir avec ce qu'on pourrait attendre de l'impartialité de nomination dans un système judiciaire. Le seul moment où le Conseil de la magistrature en France est totalement indépendant, pour nommer des magistrats, c'est à la Cour de cassation. Tous les magistrats de la Cour de cassation sont proposés et donc choisis complètement par le Conseil de la magistrature. Et pour les chefs de juridiction et chefs de cour, les présidents de cour d'appel et les présidents de tribunaux judiciaires, maintenant, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, 1er janvier, je crois, les tribunaux de grande instance et maintenant des tribunaux judiciaires. Donc je ne suis plus de grande instance, je ne suis plus que judiciaire. Mais donc voilà, donc là c'est notre Conseil supérieur de la magistrature qui décide et qui est globalement composé pour un peu moins de la moitié de membres, de membres élus, de magistrats élus par nous-mêmes, magistrats, et l'autre partie, c'est des gens qui sont nommés par l'exécutif, par le président de l'Assemblée nationale, du Sénat, etc. Donc vous, si votre problématique c'est une problématique d'indépendance de la justice, là aussi c'est quelque chose qu'on doit manipuler avec précaution. Vous ne pouvez pas dire nous voulons faire la révolution, hop, tabula rasa, on va renvoyer tous les juges et puis on va en nommer d'autres. Mais alors si vous faites ça, période transitoire, ça va être un peu compliqué parce que comment fonctionne le système? Voilà, à un moment donné, vous ne pouvez pas dire on remplace tous les membres de l'administration, on remplace tous les juges, on vire tout le monde, on renvoie tout le monde, puis on remplace tout d'un coup. Non, là vous effondrerez votre pays d'un seul coup, c'est la seule chose que vous aurez gagné. Donc les choses doivent se faire de manière progressive et à vous de réfléchir et de penser à un système d'indépendance de la justice et de la magistrature, toujours en ayant en tête votre spécificité constitutionnelle qui est une spécificité multiconfessionnelle. Voilà. Donc là-dessus, quid des propositions? Alors on peut tout imaginer, on peut être sur un système comme les Suisses ou comme les Américains, d'élection des magistrats. Vous savez comment ça se passe en Suisse, notamment dans le canton de Genève, le procureur par exemple, il est élu par les gens. C'est une campagne politique, vous avez ce qu'on appelle les élections judiciaires à Genève, et en général il y a deux candidats qui s'affrontent, et puis les gens ils votent, ils votent pour monsieur Dupont, pour madame Durand,
qui va être élu procureur général du canton, et puis pendant X années, c'est cette personne-là qui est procureur, qui va recruter ses magistrats, et qui va appliquer une politique pénale. Et les juges, à mon époque, enfin quand j'étais juge d'instruction, mes collègues, ils étaient élus, mais par je crois que c'était les conseils cantonaux, c'est un peu les grands électeurs ou les élus qui eux-mêmes validaient, parce qu'il y avait souvent un seul candidat pour un poste, mais il y avait un processus de désignation des magistrats qui était élu. C'est vrai que ça peut être compliqué, vous savez, c'est le cas aux États-Unis, les juges sont élus aux États-Unis, et les procureurs aussi. Donc, on peut avoir des systèmes comme ça. On peut aussi imaginer un système qui garantisse l'indépendance, parce que souvent, et on a ce reproche aussi en France, moi je vous parle aussi de ce qu'on connaît dans le pays, il y a un reproche qui peut être fait sur notre conseil de la magistrature en disant voilà, la majorité des membres du conseil sont en fait nommés par le pouvoir et pas élus par les magistrats. Donc avec soupçon politique, plus les syndicats qui peuvent être politisés, machin, etc. Donc il y a toujours un soupçon. Vous pouvez imaginer un système qui serait à mon avis assez intéressant, c'est que ce soit les citoyens qui élisent les membres du conseil de magistrature, par exemple. Et là-dessus, en plus, ça vous permet d'avoir quelque chose qui est totalement compatible avec votre constitution, puisque les maronites pourraient voter pour les membres maronites du conseil de la magistrature, les chiites pour les membres chiites, les sunnites pour les membres sunnites, etc., etc. Et donc vous auriez à ce moment-là des membres du conseil de la magistrature qui seraient décorrélés d'une nomination par l'exécutif. Ça fait beaucoup rire à madame. C'est vrai? Et pourquoi? Oui. Non mais il faut un micro pour la traduction. Alors je disais que vous m'avez fait bien rire, monsieur le juge. Ah bah c'est déjà une bonne chose, j'ai gagné ma journée. Je vous en suis très reconnaissante. Lorsque vous comparez le système judiciaire français et politique français à notre ramassis de politiciens véreux et corrompus, eh bien, vous nous faites beaucoup d'honneur. Je tiens à vous rappeler, Monsieur le Président, Monsieur le juge... Non, mais je suis vice-président, donc mon vrai terme, c'est Monsieur le Président. Monsieur le c'est mon vrai titre, le Président. Alors, voilà, Monsieur le Président. Donc, je voulais vous rappeler, Monsieur le Président, qu'un ancien président, Nicolas Sarkozy, a été incarcéré. Je voudrais vous rappeler que Cahuzac a définitivement quitté le système politique et qu'il a fait de la prison. Je tiens aussi à vous rappeler qu'on ne bourre pas les urnes en France. Et je tiens également à vous rappeler qu'il n'y a pas de parti politique ici. Il y a des ramassis confessionnels. D'accord? Alors, s'il vous plaît, monsieur, soyez un petit peu de réalisme lorsque vous nous parlez. Un petit peu de réalisme. Parce que nous, ici, nous sommes sur le point de nous effondrer. Et vous nous donnez des recettes constitutionnelles, très très bien, mais simplement ici le système est pourri. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de... Et s'il y a des élections, elles sont déjà décidées d'avance, d'accord? Alors si vous voulez véritablement nous aider, il faudrait peut-être en revenir au système politique libanais et au concret libanais. S'il vous plaît, monsieur le juge. Je vous en prie. Alors, je vais juste... Attendez, non, s'il vous plaît. Je vais juste faire deux précisions, madame. Jusqu'à plus ample informé, ou alors j'ai dû rater un truc, Nicolas Sarkozy n'est jamais allé en prison. Jusqu'à plus ample informé, et j'ai dû rater un truc, Jérôme Cahuzac a été condamné, mais il n'a pas fait un jour de prison, il a eu un aménagement de peine. Jusqu'à plus ample informé, et ça j'ai un peu d'expérience de la vie politique française, je vous garantis qu'en France, il y a eu des bourrages d'urnes, et c'était même une spécialité dans les années 70 et 80, principalement dans les municipalités communistes. Voilà, donc si vous voyez, tout ça, ça aussi c'est une réalité qui existe factuellement, c'est tout. Je vous reprendrai simplement sur les problématiques factuelles. Après, moi je suis magistrat français, il ne m'appartient pas de venir à Beyrouth dire vous êtes tous dans un système pourri, ceci, cela, etc. C'est pas mon job, c'est pas mon rôle, et qui serais-je pour venir vous faire la leçon à vous en vous disant vous êtes dans un pays pourri. Non. Oui, mais ça, je n'ai pas la nationalité libanaise, je ne suis pas libanais, et ce n'est pas à moi de dire ça. Ça, c'est à vous, citoyens libanais, si vous estimez
que c'est le cas, c'est à vous d'en tirer les conséquences et d'agir pour. Moi, on me demande de venir pour expliquer comment est-ce qu'on pourrait techniquement faire de la récupération d'avoirs criminels dans le cadre de dossiers de blanchiment, de corruption, etc. Je viens vous expliquer comment est-ce qu'on peut techniquement faire des choses. Il n'y a pas de problème. Après, derrière, on me demande qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une justice indépendante. Je vous explique globalement, mais bon, vous m'avez coupé un peu parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout, mais c'est pas grave. Je vous explique globalement comment on fait dans un système institutionnel pour faire les choses. Après, c'est ce que vous a dit la sénatrice Nathalie Goulet avant, les choses, c'est ce que je vous ai dit en préambule, les choses, vous pouvez faire tous les textes de loi, toutes les constitutions que vous voulez, si les gens ils bossent pas sur le terrain, ça marchera pas. Voilà. Alors, et c'est pas Charles Prats, un magistrat à Paris, j'ai aussi moi à Paris assez de boulot, ils vous l'ont pas dit, mais moi j'ai la compétence antiterroriste et j'ai la compétence financière nationale, à faire des saisies d'avoirs, à décider qui va ou pas en prison, etc. Le boulot et ma part de boulot, je la fais. Sauf que moi, dans mon boulot et dans ma mission, il ne m'appartient pas, et c'est pas mon job, de venir récupérer les milliards que telle ou telle personne aurait volé aux Libanais. Je veux bien vous le faire, mais d'abord, c'est pas ma fonction. Je ne suis pas magistrat libanais, je suis magistrat français. Si demain, je suis saisi d'un dossier parce qu'il y a des avoirs qui sont cachés en France par des Libanais corrompus, etc., je statuerai dessus en toute indépendance en vérifiant si oui ou non ça correspond à des infractions et si oui ou non il faut saisir, parce que ça, ce sera mon job, à moi. Et là, je serai saisi et donc je prendrai une décision juridictionnelle en écoutant toutes les parties, parce que c'est toujours pareil, c'est bien facile de dire un tel il est pourri, un tel il est, etc., etc., mais les accusations qui sont lancées, et là je vous parle d'expérience, on va un peu remettre l'église au milieu du village, les accusations qui sont lancées c'est très bien, mais il faut aussi des fois un peu entendre la partie adverse et la défense. Je ne sais pas s'il y a des avocats dans la salle, hein, mais être un procureur c'est très bien, d'abord c'est un métier d'être procureur, et puis ça se fait pas comme ça, on travaille sur des dossiers avec des éléments, avec des infractions qui doivent être démontrées. Et puis derrière le juge, eh ben, il va statuer, il va décider en fonction de ce que le procureur va lui donner comme accusation et quand il aura construit son dossier, ce qu'il y aura comme élément à charge. Et il va aussi regarder quels sont ce qu'on appelle les éléments à décharge. Donc en gros, essayer de savoir quelle est la vérité, hein, c'est un peu le boulot du magistrat et aussi du juge du siège. Et c'est d'avoir le courage de la vérité. Le courage de la vérité, ce n'est pas toujours de désigner le coupable parce qu'on a envie de désigner un coupable. C'est aussi d'écouter les droits, la défense, et ce que la personne a à dire, et c'est aussi être capable de regarder, et c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, quelles sont les explications, et est-ce que oui ou non on a une infraction. Et c'est pour ça que je vous renvoie, vous dites oui, etc., mais je vous renvoie à votre droit pénal et à votre droit fiscal libanais, parce que moi je ne connais pas votre droit de manière... Ben oui, vous rigolez, mais c'est quelque chose de sérieux. À un moment donné, le droit pénal, c'est pas forcément de la rigolade, c'est aussi quelque chose de sérieux, parce qu'on envoie des gens en prison, parce qu'on brise des vies, et parce que derrière vous avez des conséquences humaines qui sont très importantes. Vous savez, moi, tous les jours j'envoie des gens en prison ou j'en sors. Moi, c'est mon boulot. Donc tous les jours je me pose la question de savoir, la personne qui est en face de moi, est-ce que je la mets en prison ou pas? Est-ce que je l'envoie au trou alors qu'elle n'est même pas encore jugée, parce que c'est ce qu'on appelle la détention provisoire? Est-ce que j'ai suffisamment d'éléments ou pas? Est-ce que j'ai besoin ou pas de le faire? Ça, moi, c'est mon job. Et c'est moi tout seul avec ma conscience qui décide. Et donc là, forcément, vous vous posez la question, madame. Et vous rigolez pas comme ça. On n'est pas en train de se marrer quand on met quelqu'un en prison ou qu'on accuse quelqu'un de choses très graves. Parce que vous avez donné des exemples qui sont médiatiques, etc. C'est très bien. Mais on pourrait vous donner des tas d'exemples de gens qui ont été mis dans la moulinette de l'accusation médiatique et qui en sont ressortis innocentés derrière. Et là, il n'y a plus personne pour dire en fait il était innocent. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est des choses qu'il faut prendre avec mesure, avec attention, et ça se fait de manière sérieuse, professionnelle, équilibrée. Et il faut écouter, quand on met en accusation les gens, il faut aussi écouter la défense. Moi, vous ne verrez jamais aller hurler avec les loups sur telle ou telle personne. Je ne suis pas là pour lyncher, et le lynchage public, c'est haïssable. Vous avez peut-être des problèmes de corruption, vous avez peut-être des gens qui vous ont volé de l'argent public, etc. Et à mon avis, c'est même certain. Eh bien, ces problèmes-là, ça se traite en identifiant ces personnes, en identifiant des avoirs, en essayant de les récupérer et en les jugeant en justice avec un tribunal impartial et qui effectivement dira si oui la personne est coupable ou si non elle est innocente. Voilà, et vous voyez, vous avez cité un cas français, vous dites Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy n'a jamais été à ce jour condamné en justice, jusqu'à aujourd'hui. Jamais. Il n'a jamais été condamné. Il est poursuivi,
il va passer au tribunal, mais il n'a jamais été poursuivi, il n'a jamais été condamné. Donc voilà, c'est quelque chose il faut être équilibré. Merci beaucoup, monsieur. Oui,